J'ai récemment démarré une entreprise qui s'appelle Hélène Hébert Compagnie. Puis ce que je fais, c'est que j'enseigne aux jardiniers novices et expérimentés comment être plus autosuffisant au niveau alimentaire en faisant pousser le plus de nourriture possible à l'intérieur de la maison et à l'extérieur 12 mois par année. Donc, c'est un parcours euh, c'est un parcours surprise pour moi, je devrais dire, parce que c'était pas du tout la carrière dont je faisais avant. Puis je vais vous expliquer un petit peu, dans le fond, qu'est-ce qui m'a amené à faire cette grosse transformation de carrière-là qui me donnait vraiment un emploi qui est incroyable. J'adore mon emploi. Donc, c'est ça, il y a des individus, des familles et des organismes à but non lucratif qui me contactent et qui me racontent c'est quoi leur rêve et leur vision de jardinage pour faire pousser le plus de nourriture possible. Et puis, moi, je leur enseigne dans leur propre jardin, je leur enseigne en ligne aussi, je leur fournis tout l'équipement nécessaire pour faire du jardinage à l'année. Donc, on parle de design et de construction, installation de jardinage, de jardins intérieurs, puis aussi les jardins extérieurs. Donc, je leur montre comment enrichir le sol de façon régénérative pour que leur jardin puisse produire de plus en plus à chaque année, puis que la terre devienne de plus en plus fertile. Puis c'est ça, je leur aide à résoudre les problèmes de jardinage auxquels ils ont fait face dans le passé. Puis je leur enseigne les particularités de diverses plantes pour qu'ils puissent avoir un grand succès, puis qu'ils puissent vraiment augmenter leur confiance en eux par rapport à leur capacité et leurs compétences de jardinier. Donc, c'est ça, je vais vous partager mon écran. Pour que vous puissiez voir quel est, quel est le sujet d'aujourd'hui. Hein? Donc, on va parler de comment prolonger la saison de jardinage au potager. Puis, c'est ça, dans le fond, moi, je trouve que la saison de jardinage, juste l'été, c'est vraiment trop court. C'est vraiment, vraiment trop court. On arrive, là, on est dans le mois d'août présentement, puis on est dans les grosses chaleurs, mais ça ne va pas durer. Bientôt, on va avoir des gelées qui vont s'en venir avec parfois de la grêle, de la pluie verglaçante, des petites bordées de neige, puis ça coupe court une belle expérience de jardinage. Puis ben moi, ça ne me satisfaisait pas du tout. Donc, j'ai décidé que je voulais trouver des solutions, puis commencer à faire du jardinage toute l'année. Il y en a d'autres qui le faisaient au Canada, aux États-Unis, dans d'autres pays, en haut des montagnes, sous la neige. Je me disais, bon, moi, j'habite à Gatineau, proche de la région d'Ottawa. Donc, il n'y a pas de raison pour laquelle je ne pourrais pas commencer à faire ça moi-même. Puis ça a été une expérience vraiment merveilleuse, je dois dire. Là. Il y a beaucoup de magie qu'on ressent quand on fait du jardinage sous la neige pendant que tout le monde est emmitouflé dans leur maison en train de boire un petit café chaud. Moi, je récolte. Puis les légumes sont frais comme si c'était en plein milieu de l'été. C'est vraiment spécial parce qu'on est habitué d'acheter de la nourriture à l'épicerie en plein milieu de l'hiver, puis ça ne goûte pas grand-chose. Hein? Les carottes sont sèches. Je veux dire, au niveau de la valeur nutritionnelle, c'est plus très élevé. Ça fait très longtemps que ça a été récolté, à souvent des milliers de kilomètres de nous. Puis ça nous a été envoyé jusqu'à nos supermarchés. Donc, la fraîcheur, elle n'est plus là. Plus du tout. Donc, moi, avec mon expérience de jardinage à l'année, j'enlève le système d'approvisionnement et de transport. J'enlève tout le temps qu'on a besoin entre la récolte puis le moment où les aliments sont consommés. Puis en plus, ça fait une expérience de famille qui est vraiment hors pair. C'est difficile à décrire. Je vais vous montrer des vidéos parce que je pense que vous n'allez pas me croire si je ne vous montre pas de vidéo. Il faut que vous puissiez le voir. C'est vraiment quelque chose de spécial. Donc, c'est ça. Moi,
je fournis à mes clients, dans le fond, tout ce qu'ils ont besoin. Puis ça peut aller on part de la liste de ce qu'ils aiment manger avec leur famille. Puis, je leur aide à déterminer à quel endroit leur jardin intérieur et extérieur devrait être. On le design ensemble, on le construit ensemble, on enrichit la terre ensemble, on s'occupe des semis, on les transplante ensemble, puis on célèbre les récoltes après. C'est vraiment une belle expérience. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir euh, la liste des sujets qu'on va aborder aujourd'hui, OK? Donc, je vais vous expliquer en quoi les connaissances pour prolonger la saison de jardinage au potager pourraient vous être utiles. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui, là, c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous permettre de laisser tomber les limites que vous pensez avoir par rapport au jardinage. Puis, je vais aussi vous parler des ressources gratuites que j'ai préparées pour vous. OK? Donc, restez jusqu'à la fin de la présentation. À la fin de la présentation, je vais vous expliquer comment aller chercher et télécharger ces ressources-là qui sont complètement gratuites pour vous. Puis, dans le fond, dans les prochaines semaines et les prochains mois, je vais vous accompagner. Si vous me suivez, je vais vous accompagner pour que vous puissiez, dans le fond, augmenter vos connaissances par rapport au jardinage à l'année, puis que vous puissiez voir, dans le fond, que c'est quelque chose qui est possible pour vous, ça vous est totalement accessible. Donc, ensuite, je vais vous parler un petit peu de mon histoire, puis je vais vous expliquer, dans le fond, la progression que j'ai faite du jardinage intérieur à l'année vers le jardinage extérieur à l'année. Donc, je combine les deux vraiment bien maintenant. Puis, vous allez comprendre pourquoi, dans le fond, pourquoi mon parcours m'a amené vers cette transition de carrière-là. Ensuite, on va parler des différentes options de jardinage extérieur qu'on a durant les saisons froides. On va parler des cultures qui aiment le froid, hein, parce que plusieurs gens ne le savent pas, mais il y a vraiment une bonne quantité de légumes, de fines herbes qui peuvent être cultivées dehors, même l'hiver, OK? Donc, c'est ça, il y a des cultures qui aiment la chaleur. On pense les tomates, les piments, les aubergines, les concombres, mais il y en a plein, plein qui sont vraiment bien adaptés et qui aiment mieux le froid. Donc, ça nous permet de pouvoir utiliser ces légumes-là et étirer nos périodes de croissance au printemps, à l'automne, puis à l'hiver aussi. Donc, on va parler des tunnels bas spécifiquement. Ça, c'est ce que j'utilise dans mon jardin. Puis, ça nous aide à prolonger les saisons de jardinage pour pouvoir faire du jardinage à l'année. Puis, je vais vous expliquer, dans le fond, à quel point ça transforme notre expérience avec la nourriture. Puis, notre expérience avec notre jardin lorsqu'on jardine à l'année. C'est vraiment quelque chose qu'une fois qu'on a essayé, il n'y a comme pas vraiment de retour en arrière, moi, je trouve. En tout cas, dans mon cas, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'est plus question que j'achète tous mes légumes et mes fruits, puis mes fines herbes à l'épicerie maintenant. D'ailleurs, petite anecdote, hier, mon réfrigérateur a brisé complètement. Donc, réfrigérateur et congélateur ne fonctionnent plus. Mais j'en ris un peu jusqu'à temps que le réparateur vienne parce que, bon, c'est pas très grave. Présentement, on est autosuffisant au niveau alimentaire. Notre jardin produit beaucoup. Et puis, ben, notre jardin, c'est comme notre réfrigérateur présentement. Il conserve la nourriture fraîche et en vie jusqu'à temps qu'on en ait besoin. Donc, on est capable de bien survivre quand même. Puis, ben, ensuite, je vais je vais vous expliquer c'est quoi les étapes que vous pourriez faire pour en apprendre plus sur le sujet du jardinage à l'année. Donc, des petites photos. Je vais vous montrer les photos que vous voyez. Je vous laisse le temps de les regarder, d'accord? Un petit mot sur mon parcours. Avant, dans mon ancienne carrière, j'étais ingénieure professionnelle dans l'industrie du nucléaire. Donc, complètement différent. J'inspectais des réacteurs nucléaires.
Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a quelques années, j'avais jamais vraiment fait pousser de nourriture à part, j'avais acheté une plante de romarin qui était morte en 3 semaines seulement. Donc, je pensais que j'avais pas de talent de jardinage. Mais un jour, mon mari, dans le fond, son emploi nous a amenés à déménager dans une réserve autochtone du nord de la Saskatchewan qui s'appelle Turner Lake. Puis on est parti à l'aventure avec notre petite fille qui avait seulement 2 ans peut-être à ce temps-là. Puis j'avais des inquiétudes par rapport à l'accessibilité de la nourriture fraîche, la variété de la nourriture, le coût de la nourriture là-bas. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais je savais que ça allait être vraiment très différent de ce à quoi j'étais habituée avec les épiceries locales. Donc, j'ai décidé de me designer un jardin intérieur, puis de commander mes semences, le terreau d'empotage, puis de faire déménager ça avec tous nos meubles. Puis j'ai commencé à construire un jardin intérieur dans mon sous-sol. Puis c'était un jardin à plusieurs étages. Et à ma grande surprise, tout ce que j'ai planté a poussé. C'était incroyable. Vous voyez la photo à gauche, c'est une photo de ma petite fille dans notre premier jardin intérieur. On a toutes sortes de belles choses là-dedans qui poussent. Hein. On a des échalotes, il y avait des oignons, toutes sortes de laitues différentes, des carottes. On avait aussi du chou frisé, des betteraves. Je ne me rappelle plus trop quoi d'autre. Mais en tout cas, on avait beaucoup de choses, des fraises. Vous voyez, des fraises que j'ai parties de semences. Donc, c'était une expérience vraiment unique dans le sens que là-bas, parce qu'on était vraiment très au nord, l'hiver, il faisait soleil de 10h30 du matin à 3h30 de l'après-midi. Si on n'avait pas sorti dehors pendant cette période-là, on avait manqué le soleil complètement, puis il faisait noir tout le temps. Tandis que l'été, il faisait soleil de presque 2h30 du matin à 11h30 du soir. Donc, mais on n'était pas propriétaire d'un terrain là-bas, donc je ne pouvais pas faire de jardinage extérieur, à part dans le jardin communautaire. Donc, j'ai commencé à faire du jardinage intérieur uniquement. Je plantais mes semences, puis je les récoltais une fois matures, mais à l'intérieur de ma maison. Puis je suis devenue tellement emballée par le projet que je me suis construit des jardins intérieurs partout, sur 3 murs de mon sous-sol. C'est devenu une jungle, vraiment, là, une jungle. Il y en avait partout. J'avais pris des fines herbes. Ça me permettait de faire de la haute gastronomie. J'ai même fait pousser des champignons oysters. C'était tellement bon. C'était vraiment, je pourrais dire, une expérience qui était précieuse pour moi parce que justement, il y avait si peu de variétés de légumes frais là-bas. Puis il n'y avait pas de fines herbes qu'on pouvait acheter. Et seulement quelques fruits. Donc, c'était vraiment spécial pour moi de pouvoir récolter. J'envoyais ma fille avec un petit panier en bois, puis elle allait couper, je la faisais couper n'importe quoi, ce qu'elle voulait. Puis, j'improvisais le souper ou le dîner, dans le fond, de ce qu'elle avait récolté cette journée-là. Donc, j'ai découvert mon amour pour le jardinage, puis c'est pas l'agriculture urbaine pas encore en tout cas, mais ça s'en venait un peu. Le sujet d'agriculture urbaine et de sécurité alimentaire commençait vraiment à, euh, à se présenter à moi. Puis, j'ai rencontré une femme autochtone incroyable. On est devenus amis. C'était une voisine elle voulait démarrer un organisme à but non lucratif qui était un centre alimentaire. Puis, je me suis portée volontaire pour être leur trésorière. Puis, on a créé cette première compagnie-là ensemble. Puis, c'est une compagnie qui opère encore, qui fait des choses vraiment merveilleuses. Puis, c'est ça, le sujet de sécurité alimentaire est devenu un sujet vraiment clé dans mon développement. Puis, lorsque j'ai commencé à lire des livres sur l'agriculture urbaine bio-intensive, là, tout a changé pour moi. Je suis tombée en amour, puis je suis tombée en amour avec faire pousser de la bonne nourriture biologique.
Puis prendre soin de la terre aussi. Vraiment que mes enfants puissent comprendre les produits de la terre, comment elles sont, comment elles poussent. Puis c'est ça, il n'y avait pas de retour en arrière. Je ne pouvais pas retourner à l'ingénierie, je ne pouvais pas retourner à ma carrière que je faisais avant. Puis c'est ça, je me suis dit, il faut absolument que je fasse pousser de la nourriture. Et là-bas, il faisait froid, hein? Il faisait très froid, puis on voulait améliorer le système alimentaire local. Donc, j'ai commencé vraiment à faire des recherches sur les techniques, dans le fond, qui sont disponibles pour faire pousser de la nourriture dans des climats froids, dehors. Puis c'est là où je suis tombée sur les tunnels bas. Puis les tunnels bas, dans le fond, c'est quelque chose c'est très facile à utiliser. Les matériaux sont faciles à trouver. C'est quelque chose qui est très accessible à monsieur et madame tout le monde. On peut avoir ça dans notre cour arrière sans avoir à faire des gros investissements. Puis c'est facile à réparer s'il y a des bris. Donc, ça me semblait être une solution qui pourrait être une bonne option pour le Nord. Puis, lorsque je suis déménagée à Gatineau, je me suis dit, c'est une bonne option pour Gatineau aussi. Je n'ai pas besoin de me construire quelque chose de vraiment gros, de dispendieux. C'est quelque chose que je peux déplacer et déménager d'une place à l'autre de mon jardin. Ça me donne énormément de flexibilité. Puis c'est là que je me suis lancée dans les tunnels bas avec un engouement et un succès qui m'a vraiment émerveillée. Fait que j'ai pensé qu'aujourd'hui, il fallait vraiment que je partage ça avec vous. Donc, vous voyez ici, ça, c'est quelques autres images de choses que j'ai faites pousser dans le nord de la Saskatchewan. Donc, vous voyez la photo à gauche, ce sont des framboisiers épinards. Donc, vous voyez, les petits fruits rouges sont comestibles, les feuilles sont comestibles. Lorsque vous faites pousser votre nourriture vous-même de semences, puis vous apprenez à faire du jardinage intérieur et du jardinage extérieur, vous pouvez vous amuser comme des petits fous. Vous pouvez faire pousser les variétés de nourriture de votre choix. C'est ça qui est vraiment génial. Vous n'êtes jamais limité aux plantes qui sont à vendre dans les pépinières ou dans les centres de jardin. Vous pouvez vraiment aller explorer autant que vous voulez. Donc, je vais faire une petite pause pour que vous puissiez voir le jardin, la photo qui est de mon jardin intérieur actuel. Il est beaucoup plus petit que ce que j'avais avant. Il est très compact. Puis maintenant, je pourrais dire que j'ai vraiment trouvé la solution optimale pour minimiser les coûts au niveau du jardinage intérieur, puis faire pousser un grand volume de nourriture pour ma famille. Donc, ce petit jardin-là, je vais faire une petite pause pour que vous puissiez le voir. C'est tout simplement juste ces 3 étages, 3 tablettes ajustables en hauteur avec double lumière de croissance. Puis ça me permet de démarrer tous mes semis de l'intérieur de ma maison. OK. Donc, vous voyez, maintenant, j'ai fait la transition vers un jardin extérieur. Et puis, vous voyez la photo à gauche de mes 2 enfants qui sont en train de récolter des pois mange-tout. Et puis, c'est ça, mes enfants ont été élevés, dans le fond, avec des jardins intérieurs, avec la nourriture, dans le fond, comment traiter les légumes et leur faire attention aux plantes. Ils sont impliqués dans tout le processus de la plantation de la graine jusqu'à la récolte et puis même la préparation d'aliments. Ils ont toujours été impliqués. Donc, vous voyez à gauche et à droite mes jardins intérieurs. Ça, c'était la première année. Et puis maintenant, si je vous montre ici, mes jardins extérieurs lorsque j'ai commencé à faire du jardinage 12 mois par année. Donc, j'utilise les tunnels bas avec couverture flottante.
C'est ça, les couvertures flottantes, c'est un tissu qui est assez fin. La lumière passe en partie au travers de ces tissus-là. Et puis, ça permet de pouvoir offrir une protection supplémentaire au niveau de la température. Donc, s'il y a de faibles gelées, ça protège les plantes des faibles gelées. Je peux même en mettre 2 épaisseurs de couverture flottante si je veux vraiment protéger mes plantes d'une gelée plus sévère. Puis ça protège de la grêle jusqu'à un certain point aussi. Et s'il y a une petite pluie verglaçante, ça la protège aussi. Une faible neige également, ça la protège. Donc ça serait la photo de gauche. Vous voyez des brocolis. J'avais une planche complète de brocolis qui m'a donné des grosses têtes de brocolis de 8 pouces de diamètre. Puis, vous voyez, parce que j'utilise des couvertures flottantes, ça me permet de pouvoir planter plus tôt que tous les autres jardiniers locaux, je dirais, là, ou la plupart des jardiniers locaux. Donc, dès que je suis capable de planter ma fourche dans le sol pour travailler la terre, à ce moment-là, je suis capable de transplanter mes semis. Puis mes semis sont déjà d'une certaine hauteur, qui est quand même assez grande. Donc, je plante des semis qui sont 1 pied de haut environ. Je peux les planter, dans le fond, entre le 15 mars et le 15 avril, habituellement. C'est là que je transplante mon jardin d'automne, de printemps, pardon. Je transplante mon jardin de printemps, puis ça me permet de pouvoir récolter des brocolis matures dans le mois de juin. Quand les gens commencent à planter leur jardin d'été, moi, j'ai déjà des bonnes récoltes, là. Donc, ça coupe beaucoup de mois de croissance, je dirais. C'est merveilleux. Puis dans la photo de droite, vous voyez, ça, c'est un tunnel d'hiver. C'est mon tunnel bas, mais avec un plastique au lieu d'une couverture flottante. Puis vous voyez qu'il y a eu une bonne bordée de neige par-dessus. Puis c'est bien isolé là-dedans. Ça fait comme un effet de serre, puis ça protège mes plantes du gel. Puis les plantes gèlent quand même. Elles gèlent la nuit, puis elles dégèlent le jour. Donc, c'est les plantes que je mets dans mes jardins d'automne, de printemps et d'hiver, c'est des plantes qui sont tolérantes au froid. Ils peuvent survivre le gel. Puis le gel, en fait, ça améliore certaines de leurs propriétés, comme le goût des carottes et le goût du chou frisé est vraiment meilleur lorsque les plantes ont gelé et dégelé. Donc, c'est surprenant parce que les carottes de jardin d'été, c'est vraiment très bon, mais c'est rien comparativement aux carottes d'hiver. Les carottes d'hiver, c'est tellement comme du bonbon. C'est vraiment, vraiment délicieux. Donc ici, je vous montre encore des petites photos. Vous voyez la photo de droite. Ça, c'était mes tunnels de printemps. Mes tunnels d'automne vont avoir l'air de la même chose, d'accord? Donc, c'est les couvertures flottantes qui sont mises sur les arches de mes tunnels. Et puis, voici quelques récoltes d'automne, juste pour vous donner une idée. Donc, j'avais récolté énormément de laitue, en fait, bien trop pour ma famille. Et les brocolis, la même chose. Je me suis retrouvée avec 14 grosses têtes de brocolis. Donc, et puis des poireaux, j'avais toutes sortes de belles choses dans mes récoltes, du chou frisé également, des fines herbes, des fines herbes. Donc, c'est ça. Puis, vous voyez en arrière de la photo de gauche, je vais faire une petite pause après avoir parlé, mais en arrière de moi, à la photo de gauche, vous voyez mes semis pour mon jardin d'été. Hein? Donc, ce que je fais, c'est que je récolte mon jardin d'automne, puis tout de suite après, la même journée en fait, je commence à transplanter mes semis de mon jardin d'été. Donc, il n'y a pas de perte. Il y a une belle plantation en succession qu'on appelle. Donc, pas de perte de temps, pas de perte d'espace. Puis mon jardin, il produit beaucoup à cause de ça. Ici, vous voyez mon premier jardin d'hiver, OK, sous tunnel bas. Donc, j'avais un paquet de laitue, j'avais de l'origan, du persil, puis j'avais de la moutarde.
que j'avais plantées pour enrichir mon sol. Et puis, de façon surprenante, cette laitue-là, je l'avais plantée dans le mois de juillet. OK? Puis j'ai continué à la récolter à répétition jusqu'au mois de, je crois que c'était jusqu'au mois de mai, l'année suivante. OK? Donc, c'est vraiment spécial parce que le jardinage d'hiver, je trouve que c'est un jardinage un peu pour les jardiniers paresseux. Parce que je n'ai pas arrosé une fois entre le mois d'octobre et le mois de mars. Je n'ai pas fertilisé non plus. J'avais pas de problème d'insectes parce que les insectes étaient gelés ou étaient en hibernation. Euh, Vraiment, puis j'ai pas de problème de peste parce que mon tunnel protège, il empêche dans le fond les animaux de pouvoir se rendre jusqu'à mon jardin. Donc, c'est ça, c'est vraiment une expérience qui est un peu surréelle, d'avoir de la neige partout autour de nous, puis de pouvoir aller couper des bonnes laitues, des fines herbes fraîches, puis ça sent comme les laitues du mois de juillet. C'est tellement bon, c'est tellement bon. Puis c'est ça, il y a quand même de la neige partout autour de nous. Donc, vous voyez ici des récoltes d'hiver. Donc, à gauche, vous avez des carottes. C'était des petits bébés carottes qu'on avait plantés à la mi-août, puis qu'on avait récoltés au début du mois de janvier. Donc, maintenant, c'est encore un bon temps pour planter des carottes d'hiver si vous êtes prêt à les mettre sous tunnel d'automne et d'hiver. Vous pourriez avoir une belle récolte de carottes, puis vraiment profiter du goût très, très sucré de ces carottes-là. Je vais tasser la vidéo pour que vous puissiez voir la photo de droite. La photo de droite où on voit les feuilles de carottes à l'intérieur d'un tunnel double avec plastique. Donc, la température minimum qu'on a eue l'hiver dernier, lorsque nous avons fait pousser ces carottes-là, c'était chez un de mes voisins, c'était, je crois que c'était moins 18 degrés. OK? Donc, moins 18 degrés la nuit, parce qu'il n'y avait pas encore fait très froid dans le mois de janvier. Tandis que les laitues que vous avez vues ont toléré moins 32 degrés Celsius la nuit. Puis c'est ça, il y a certaines laitues qui sont mortes après avoir eu des grosses bordées de neige pendant un mois et demi environ. Je n'avais pas ouvert mon tunnel. Puis c'est ça, j'avais même pas déneigé la neige sur mon tunnel. J'avais négligé un peu, beaucoup, mon jardin d'hiver, mais il y a une partie des plantes qui ont quand même survécu, puis qui sont revenues en force au printemps suivant. C'était incroyable à quel point elles ont poussé vite. L'origan aussi a survécu, il a poussé extrêmement vite. C'était tellement gros ces plants-là dans le mois de mars. Quand je leur ai ajouté de l'eau, puis un petit peu de fertilisant, c'est incroyable. Puis elles étaient très, très acclimatées, dans le fond, aux conditions difficiles de sécheresse, mais aussi de manque de lumière. Oui, donc c'était très intéressant de voir le résultat sur les plantes. Les plantes qui survivent l'hiver sont beaucoup plus fortes que les nouveaux semis. Donc, à droite ici, vous voyez de mes récoltes. Donc, ce sont des laitues et des fines herbes que j'avais récoltées avec mes enfants. Et puis à gauche ici, vous voyez une carotte qui a été déterrée dans le fond pendant qu'il y avait de la glace, des cristaux de glace partout, de la neige partout autour de nous. Puis c'était vraiment intéressant d'ouvrir le tunnel parce que dehors, il faisait quand même sous zéro, peut-être qu'il faisait environ moins 5 ou moins 7 degrés Celsius. Mais en ouvrant le tunnel, on sent vraiment la chaleur qui sort. Puis le sol n'était pas gelé. Il y avait peut-être juste une petite épaisseur de quelques millimètres de sol gelé. Puis on pouvait les sortir avec nos mains, tout simplement. On n'avait même pas besoin de fourche pour sortir les carottes d'hiver. Je vais arrêter mon partage d'images pour aller vous montrer des vidéos maintenant.
vidéo que je vais vous montrer, c'est une journée du mois de janvier où j'ai amené mes enfants dehors, puis on est allé récolter les laitues. Donc, vous voyez, j'avais tout simplement tassé mes plastiques de mes tunnels, puis c'était la journée de récolte d'hiver au Québec. Une autre petite vidéo à vous montrer. On a récolté les carottes. Je vais voir si. Voir à quel point c'est une expérience unique. Je me rappelle être rentrée dans la maison avec nos récoltes de laitue et de carottes. Puis ma mère de 81 ans m'avait regardée puis elle avait dit ça se peut pas, mais ça se peut pas. Elle avait de la misère à y croire tellement ça avait l'air surréel. Mais c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui est précieux quand on sait que ben le goût des produits frais l'hiver est tellement changé, est tellement transformé. Tandis que lorsqu'on a des produits frais l'hiver qui viennent de notre jardin, c'est une amélioration par rapport aux produits d'été. Fait que moi, j'ai trouvé qu'on avait tout à gagner à se lancer là-dedans. On va parler un petit peu des avantages et des défis des tunnels bas, OK, ou de la récolte, de la façon dont je procède, dans le fond, avec le jardinage intérieur et le jardinage extérieur à l'année. Je dirais que c'est vraiment, depuis les dernières années, j'ai vraiment été capable de combiner et d'harmoniser ces deux pratiques-là pour vraiment en tirer le plus de bénéfices possible. Donc, les avantages du jardinage intérieur, bref, vous pouvez partir tous vos semis, OK? Vous partez tous vos semis de la maison. Vous n'avez pas besoin d'en acheter. Une fois que vous savez vraiment comment faire, c'est très facile. C'est pas difficile. Il faut avoir le bon équipement, évidemment. Mais une fois que c'est fait et qu'on a les connaissances appropriées, le taux de succès de nos semis est très élevé. Nos semis sont extrêmement forts aussi. Les semis que je transplante dans le sol sont plus gros que ce que je pourrais acheter normalement dans les pépinières. Puis je fais pousser les variétés que je veux. Donc, je peux aller jouer avec des variétés de vieilles graines, si je voulais, qu'on appelle des graines du patrimoine. Je peux aller explorer des nouvelles saveurs, des choses que je ne peux pas acheter en semis dans les pépinières. Puis il y a aussi le fait que lorsqu'on fait du jardinage extérieur à l'année, on a besoin d'avoir accès à des semis dans des périodes où les pépinières ne vendent pas de semis. Donc, ce n'est pas un problème lorsqu'on fait pousser nos semis nous-mêmes à la maison. Puis, il y a comme un genre de balai qui s'établit entre le jardinage intérieur et le jardinage extérieur. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, je commence, par exemple, après le 1er janvier, je commence à en planter des semences à l'intérieur de ma maison. Puis là, vers la mi-mars ou la mi-avril, je transplante mes semis qui aiment la température froide dehors. OK? Puis, je repars des semis tout de suite à la maison. Je recommence à planter des graines. OK? Donc, il y a comme dès que mon jardin intérieur se vide, parce que j'ai transplanté le tout à l'extérieur, je recommence à planter des semences. Donc, il y a un bon roulement. Il y a un bon roulement entre la récolte puis la plantation. Je ne me stresse jamais
j'ai jamais peur de manquer une fenêtre de temps où je devrais planter mon jardin. C'est plutôt, je me dis, ah, en fin de semaine, j'ai du temps, j'aurais envie de planter avec mes enfants. Donc, je pense, ah, OK, si je voudrais récolter la saison prochaine, qu'est-ce que je planterais? C'est ça que je plante. Je pense une saison à 2 saisons à l'avance. Puis ça me permet d'avoir toujours quelque chose à récolter puis à planter. Donc, ça, c'est un des gros avantages. On évite les pénuries de semis dans les pépinières. Puis, c'est ça. Au niveau du jardinage extérieur, bien, c'est sûr que combiner jardinage extérieur ou jardinage intérieur, ça permet de vraiment décupler la capacité à faire pousser de la nourriture. Parce que les plantes qui poussent complètement à l'intérieur jusqu'au temps de la récolte, jusqu'à maturité, ils sont plus petits. Ils n'atteignent pas leur plein potentiel de croissance. Tandis qu'à l'extérieur, ils peuvent vraiment se déployer à leur pleine taille. Donc, on se retrouve avec des plantes qui sont très fortes, très en santé. Puis, c'est ça. Ça nous permet d'améliorer le goût lorsqu'on veut étirer les saisons puis qu'on va dans des périodes où il va y avoir des gelées. Donc, ça améliore le goût de certaines plantes. Puis c'est ça, il n'y a pas de perte de temps, il n'y a pas de perte d'espace, puis c'est trop le fun. C'est vraiment trop plaisant, là. Quand on pense là, à la thérapie du jardinage, on n'a pas besoin de l'avoir juste été, on peut l'avoir à l'année. OK? Tous les bénéfices de ça, c'est quelque chose qui vous tient en forme au niveau du corps, au niveau de l'esprit, c'est vraiment génial. Maintenant, au niveau des défis, l'accès à l'équipement. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font du jardinage à l'année. Donc, l'accès au jardinage, à l'équipement pour le jardinage intérieur, par exemple, commence souvent très tard. Il commence plus tard que le moment où moi, je commence mes semis. Donc, il faut que je m'équipe un peu plus d'avance. Puis pour le jardinage extérieur aussi, on l'a vu avec la pandémie de COVID-19, il y a eu des pénuries d'équipements de jardinage. Donc, il faut essayer de penser un peu d'avance, puis de planifier d'avance et d'acheter notre équipement lorsque c'est en saison. Ça, c'est des équipements que moi, je fournis à mes clients. Donc, si jamais une personne a un projet de jardinage, on regarde pour tous les besoins. Je regarde pour tous les besoins que ce client-là a pour l'année. Okay? Puis, on va chercher tout ce qu'on a de besoin lorsque c'est disponible. L'autre chose qui est un défi, je dirais l'acclimatation des semis. Plus vous avez un gros jardin extérieur, plus vous allez devoir utiliser vos bras pour sortir des plateaux de semis à l'extérieur, puis les rentrer à chaque jour, jusqu'à temps que vos semis soient plus forts, qu'ils soient capables de tolérer le vent, mais aussi l'exposition au soleil, puis qui ne brûlent pas une fois que vous allez les mettre dans votre jardin. Okay? Donc, il y a comme une semaine et demie à 2 semaines d'acclimatation des semis lorsqu'on passe de jardin intérieur à jardin extérieur. C'est très, très important de faire ce processus-là. OK? Oui, puis pour ce qui est des défis, au niveau du jardinage d'hiver, vous devez être prêt, évidemment, à sortir dehors, puis aller déneiger votre tunnel occasionnellement, puis aussi à l'ouvrir. OK? Parce que si vous n'ouvrez pas votre tunnel pendant 1 mois et demi, comme j'ai fait l'hiver dernier, puis qu'il y a un pied de neige, puis que tout d'un coup, la température augmente au point où la neige commence à fondre, puis là, il y a un regel, il y a un gel encore. Vous allez vous retrouver avec un petit barrage de glace qui va vous empêcher de bien ouvrir votre tunnel. Donc, c'est quelque chose à ne pas négliger. Puis aussi, la température varie l'hiver. Quand il fait très, très froid, des moins 30 degrés la nuit, puis des moins 18 degrés le jour, je n'ouvre pas mon tunnel. Je le laisse comme dormant. Même s'il n'y a pas beaucoup d'exposition au soleil, ce n'est pas grave. La plupart de mes plantes ont survécu très bien. Mais lorsque la température augmente, proche de moins 2 degrés, même, je dirais, proche de moins 10 degrés, là, je commence à penser à ouvrir un de mes 2 plastiques.
une de mes épaisseurs de plastique pour qu'il y ait un petit peu plus d'air qui circule. Puis lorsque ça arrive à moins 2 degrés Celsius, il faut absolument que j'ouvre mes tunnels parce que sinon, ça pourrait cuire mes plantes, littéralement. Il fait tellement chaud là-dedans, là, c'est surprenant. En les ouvrant, on voit de la buée qui nous arrive dans les lunettes. C'est vraiment un effet de serre qui est merveilleux. Puis, on n'a pas besoin de système de chauffage, on n'a pas besoin d'électricité. Les plantes peuvent bien survivre comme ça. D'accord? Donc, c'est ça. Bref, maintenant, parlons rapidement des différentes options de jardinage extérieur durant les saisons froides. OK? Donc, il y a les serres éclairées et chauffées, qui est une option que j'ai mis de côté parce que je ne voulais pas avoir une structure qui soit demandante au niveau énergie. OK? Donc, il y a aussi l'aquaponie et l'hydroponie. Donc, c'est la culture avec les racines dans l'eau. Puis, j'ai écarté cette option-là aussi, mais parce que j'étais vraiment fascinée par l'aspect peu technique, dans le fond, des tunnels bas, qui est accessible à tous, qui est moins dispendieux que l'aquaponie et l'hydroponie, puis qui permet vraiment de focusser sur la santé du sol et des bons microbes qui sont dans le sol. Puis ensuite de ça, une troisième option, ce sont les walpini. Les walpini, c'est comme une serre qui est creusée sous la terre. OK? Elle est creusée partiellement dans le sol et le sol fournit une isolation. OK? Ça isole les plantes. Puis sur le dessus, il peut y avoir un toit en plastique ou en vitre pour laisser passer la lumière. Donc, moi, je ne pouvais pas vraiment creuser facilement dans mon terrain. Donc, ça, c'était une autre option que j'avais laissée de côté. Puis, il y avait les tunnels bas, qui est l'option que j'ai vraiment choisie. Donc, c'est ça. Fait que, bref, les tunnels bas, avec une couverture flottante, c'est ce que j'utilise quand les premiers gels arrivent. OK? Une couverture flottante que j'utilise entre 4 degrés Celsius et moins 2 degrés Celsius. Je peux mettre juste une épaisseur de couverture flottante. OK? Je la laisse là tout le temps, le jour et la nuit. J'ouvre mon tunnel seulement si je veux qu'il pleuve sur mes plantes ou encore si je veux récolter ou admirer mon beau jardin. OK? Donc, lorsque la température descend en bas de moins 2 degrés Celsius, je vais ajouter une deuxième couverture flottante par-dessus mon tunnel. OK? Et puis là, si la température descend autour de moins 7 degrés Celsius environ, moins 5, 7 degrés Celsius, je vais remplacer mes couvertures flottantes par un plastique. OK? Une épaisseur de plastique. Puis là, lorsque la température descend autour de moins 10, moins 15 degrés Celsius, je vais construire un tunnel par-dessus mon premier tunnel, puis mettre une deuxième épaisseur de plastique. Puis je vais m'assurer que tout est bien scellé au niveau du sol pour qu'il n'y ait pas d'air qui vienne s'infiltrer. Je voulais vous dire à quel point c'est ça, la transformation que je vis au niveau du jardinage, puis de toute notre expérience familiale, quand on se dirige vers une plus grande autosuffisance alimentaire. On n'est pas autosuffisant au niveau alimentaire toute l'année, OK? Mais pour une bonne partie de l'année, on l'est, puis on se fait des bonnes réserves. On se fait des bonnes réserves dans notre congélateur, des bonnes réserves de fines herbes sèches qu'on peut utiliser toute l'année, OK? Donc, ça a vraiment changé beaucoup de choses au niveau de ma famille. Notre conscience d'où nos aliments viennent est vraiment inculquée à un bas âge au niveau de nos enfants. Je veux qu'ils sachent de quoi les patates ont l'air quand ça sort du sol. Je veux qu'ils comprennent
le goût de légumes et de fruits qu'ils n'ont jamais goûté, de quoi les plantes ont l'air, puis aussi le rythme ou le cycle des plantes, de la plantation d'une semence jusqu'à temps que la plante perde de sa vitalité parce elle a terminé ou elle s'approche de la fin de son cycle de vie. OK? Je veux qu'ils comprennent ça. Puis je veux qu'ils comprennent que les limites qu'on a, qu'on pense qui sont réelles, hein? Les limites qu'on pense réelles au niveau du jardinage, c'est des limites qu'on peut faire tomber avec des outils, des matériaux qui sont simples. On peut être ingénieux, puis pouvoir étendre nos saisons vraiment beaucoup. Ça, c'était très important pour moi. Puis bien, les goûts différents d'une saison à l'autre avec le même légume, ça, c'était quelque chose d'important aussi. Puis, c'est ça, en faisant pousser de la nourriture à l'année, notre expérience est différente des gens qui font pousser de la nourriture seulement l'été. Parce que les gens qui font seulement un jardin d'été, ils se retrouvent avec une grande quantité de nourriture parfois. Si ça marche bien, ils ont une grande quantité de nourriture. Puis là, ils passent une grande quantité de temps à laver, préparer, préserver cette nourriture-là pour ne pas la perdre. Tandis que nous, dans notre cas, c'est un petit peu étiré sur toute l'année. Hein? Fait qu'on a, oui, c'est sûr qu'on est très occupé pendant, à l'automne, parce que le jardin produit beaucoup. Mais si je planifie bien les choses, le jardin produit beaucoup au début de l'été. Il peut produire beaucoup en mai. Il peut produire quand même pas mal aussi dans le mois de janvier, février, mars. C'est surprenant. C'est juste une question de comprendre qu'est-ce qu'on peut planter et à quel temps de l'année, dans le fond. J'ai préparé des petits documents pour vous, OK? Un petit document pour que vous puissiez plus approfondir votre compréhension du jardinage sous tunnel bas à l'année. Puis, qu'est-ce que vous pouvez planter présentement dans le mois d'août, puis dans le mois de septembre? Qu'est-ce que vous pouvez planter pour créer un jardin d'automne et d'hiver? OK? Donc, pour vous faciliter la vie, j'ai préparé un design de jardin. OK? Un design de jardin d'automne, puis un design de jardin d'hiver que j'ai mis avec des explications dans un document. Donc, pour l'obtenir, vous n'avez qu'à aller sur mon site web qui est www.helenehébert.co, puis abonnez-vous. En vous abonnant, si vous m'autorisez à vous envoyer des courriels, vous allez pouvoir non seulement recevoir cette liste-là, mais recevoir aussi d'autres ressources gratuites que je vais publier pour tous mes abonnés à mon site web dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc, ne manquez pas ça. Allez chercher votre design de jardin d'automne et d'hiver. Ça va vous donner des idées. Puis ça l'explique vraiment en détail. Quoi planter, quand, où les planter, à quelle distance on peut avoir entre chaque plant. Puis quand est-ce qu'on va récolter? Est-ce que ça vous prend un tunnel d'automne ou est-ce que ça vous prend un tunnel d'hiver? Ça l'explique tout ça. OK? Donc, l'autre chose que vous pouvez faire, c'est d'aller dans le fond, vous abonner sur mon Facebook ou mon compte Instagram. Donc, pour me trouver, vous cliquez @helenehébert.co. Puis, à chaque semaine, je fais un petit vidéo sur le sujet du jardinage. Donc, ça peut être jardinage intérieur ou jardinage extérieur. Puis, c'est une vidéo qui est en direct sur Facebook, puis il est préenregistré pour Instagram. Et puis, vous pouvez, si vous êtes là pendant la vidéo en direct, vous pouvez tout simplement poser vos questions, puis je vais les répondre en direct. Donc, j'espère que ça vous a aidé à pouvoir voir qu'il y a beaucoup plus de possibilités qu'on pense au niveau jardinage, puis qu'on sous-utilise beaucoup notre potentiel de croissance de nourriture au Québec d'une façon incroyable. On peut faire tellement plus. Puis vous pouvez le faire à la maison. Vous n'avez pas besoin d'avoir une serre hydroponique pour pouvoir faire pousser de la nourriture tout le temps. C'est accessible pour vous. Vos enfants peuvent être impliqués. C'est quelque chose qui
Vous pouvez échanger avec vos voisins puis créer une plus grande abondance de nourriture qui est produite localement par vous, chez vous. Puis c'est ça, partager avec vos voisins l'abondance que vous avez. Donc, c'est tout. Je vous remercie beaucoup.